Bon, bah, en attendant que le professeur Fontaine se connecte, je suis très contente de pouvoir m'adresser aux étudiants en odontologie parce que la dénutrition, a priori, ça devrait être notre sujet principal de préoccupation et quelquefois, c'est un petit peu négligé. On aurait tendance à mettre l'esthétique avant. Donc, il ne faut pas oublier que les chirurgiens dentistes, on est déjà là pour, en premier, rétablir la fonction masticatoire. Il faut savoir répondre aux demandes des patients aussi, qui souvent mettent la demande esthétique en premier. Et donc, c'est très bien qu'on en parle. C'était l'occasion, c'est très bien. Voilà. Bonjour, bonjour Eric. Alors, on est actuellement à 46 participants, et un peu plus, 47. Euh, eh bien, on peut peut-être commencer. Je- Oui, On commence. Eric, oui, vous vouliez partager Ouais, votre diapo. ouais. Si vous pouvez me... Alors, ça doit être ça. Normalement, vous pouvez Voilà, c'est ça. Vous voyez? Et est-ce que si je... Voilà. C'est tout bon là? Vous voyez les choses? Ouais, moi je le vois. moi je Ça le vois passe? pas. Vous avez vu mes diapos? Ouais. Moi je le vois pas. Alors, c'est peut-être parce que vous continuez à partager votre écran, Oui, Isabelle. Je pense que c'est pour ça. Mais est-ce que, oui, voilà, on voit bien. voilà. OK. Parfait. Eh bien, c'est parti. OK. Eh bien, Eric, si vous voulez y aller, c'est Ouais. parti. Mais il y a tout le monde là? C'est pas... Parce que je... Mais alors, on attendait un peu plus de participants, mais Hum, bon, je pense que ça va continuer à arriver un peu au fil de l'eau, mais mhm. on reste dans le bonjour, pour qu'on reste dans le timing, je pense on peut débuter. D'accord. Mais là, le problème, c'est que... Attendez, moi, je vois les... Ah, oui, c'est bon, il y a tous les... C'est bon, OK, parfait. Bon, mais écoutez, bonjour à tous. On commence avec un tout petit peu de retard, comme toujours. Euh, Merci beaucoup d'être présent à ce webinaire. Je suis le professeur Eric Fontaine. Je suis un des fondateurs du collectif de lutte contre la dénutrition. Et je vais vous faire juste le début du webinaire, parce que j'ai d'autres choses à faire après, malheureusement. Je ne pourrai pas assister à toutes les discussions. Mais après... Isabelle Prêcheur qui va va faire le gros du travail. Voilà. Donc, je vais juste vous faire une petite introduction sur ce que c'est que la dénutrition. Moi, je ne suis pas du tout chirurgien dentiste, hein, j'y connais pas grand-chose là-dessus. Par contre, je suis médecin nutritionniste et je vais vous expliquer ce que c'est en quelques mots très rapides la dénutrition et pourquoi, bien sûr, ben, pour bien manger, il faut évidemment une mastication non douloureuse. Alors, hop, on va passer là. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut manger pour vivre? C'est une question en fait banale. En fait, il faut manger pour deux choses. Un, pour construire la maison quand on est en croissance, mais en fait, même quand on n'est plus en croissance, on continue constamment à avoir besoin de rebâtir la maison. Donc, on a besoin de manger les pièces, les briques qu'on va plus ou moins transformer, hein, mais on ne les fabrique pas de zéro, les briques pour se construire ou se régénérer. Et puis, il faut aussi que la maison, elle ait l'eau chaude, l'électricité. Donc, il y a la partie énergétique de la nutrition, le côté calorique, hein, auquel on pense souvent, mais l'autre côté, on n'y pense pas tout à fait souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, à un moment donné, on mange moins que ce dont on a besoin? Alors, sur les briques, on ne le voit pas tout de suite, mais sur les calories, il va falloir constamment alimenter et mettre du bois dans le poêle. Alors, ça ne veut pas passer comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce que nous, on est? C'est-à-dire par rapport aux réserves qu'on a. Je vous ai mis ici dans le camembert du haut, en fait, le nirvana diététique hein, de la nutrition. On devrait manger à peu près 50% de glucides, 35 de lipides et 15% de protéines. Donc, globalement, c'est à peu près ce qu'on mange. Il y a des petites différences, mais globalement, on mange quand même beaucoup de glucides. Et pour autant, ce qu'on stocke, bah, vous voyez, les glucides, c'est un tout petit pourcent, c'est un, hein, c'est vraiment quasiment rien. Et en fait, les calories qu'on stocke, c'est-à-dire celles qu'on va utiliser quand on va avoir besoin de, entre guillemets, taper dans les réserves, eh bien, c'est en grande partie des lipides. Donc, les graisses, là, de toute façon, tout va bien. Et puis, les protéines, et là, tout va mal parce que les protéines, c'est principalement nos muscles. Et donc,
voilà un petit peu les réserves qu'on a. Ici, vous avez une coupe en résonance magnétique nucléaire de deux cuisses, hein, de deux individus qui n'ont pas le même âge, mais qui ont la même corpulence, c'est-à-dire le même index de masse corporelle. Et ce qu'on voit, c'est que ben, les réserves, en vieillissant, le muscle, il y en a moins. C'est ce qu'on appelle, quand ça devient pathologique, une sarcopénie. Mais en fait, c'est physiologique. Avec l'âge, on perd du muscle. Et donc, là aussi, il faut savoir que quand on a affaire à une personne âgée, il n'y a pas que les personnes âgées qui sont dénutries, mais les personnes âgées, elles ont encore moins de muscles au départ, on va dire, sauf si elles ont pris un peu du poids, dans lequel, pour porter son poids, il faut aussi avoir des muscles. Et ici, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est que quand les gens vont mourir de dénutrition, parce qu'ils vont en mourir, et c'est pas une panne d'essence, c'est pas que vous arrêtez de vivre parce que vous n'avez plus d'énergie, vous tapez dans les réserves, et ce qui se passe, c'est que quand on a perdu à peu près la moitié des muscles, on fait une maladie infectieuse grave et on meurt. Que ce soit une grippe, une pneumopathie de déglutition, un Covid, tout ce qu'on veut. Mais globalement, en fait, la dénutrition, elle tue en se masquant par une maladie infectieuse. Donc c'est ça la difficulté, c'est de comprendre que c'est pas une panne d'essence et qu'on va mourir avant et qu'on va mourir avec encore des réserves énergétiques. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que quand on peut mobiliser sa graisse, ben, ça pose pas de problème parce que on en a et c'est fait pour ça. Mais quand on doit mobiliser les muscles, c'est nos défenses, principalement les défenses immunitaires. Et puis, quand on est une personne âgée, qu'on a moins de muscles, on peut tomber encore plus vite que les autres. Et quand on tombe et qu'on est âgé, parfois on se casse un os. Et c'est aussi là aussi le début de l'institution, ce qui fait que la dénutrition chez les jeunes, c'est une diminution enfin, une diminution de l'immunité. Et chez la personne âgée, c'est la même chose, plus un risque de fracture. Et donc, dans les deux cas de figure, ça peut vous emmener en institution ou au cimetière. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que le pronostic, en fait, de la dénutrition, il est à la masse musculaire. Et c'est vrai même chez les obèses. Ici, je vous ai mis deux coupes de scanners au niveau de la vertèbre L3 et on vous a colorié en rouge les muscles. Et là, vous voyez deux personnes qui sont toutes les deux en surpoids, voire obèses, hein. Mais la personne A, elle a très peu de muscles et on voit d'ailleurs même qu'il y a plus de graisse, hein, c'est les bourrelets qu'on voit. La personne B, elle a le même poids, la même taille, hein. C'est quelqu'un qui est en surpoids, peut-être obèse, mais qui n'a jamais fait de régime pour perdre des muscles ou qui n'a jamais eu de maladie qui fait qu'elle va perdre ses muscles. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut être dénutri même quand on est gros, même quand on est obèse. Ça, c'est toute la difficulté du diagnostic. Si vous attendez à voir les gens qui n'ont plus que la peau sur les os, bah, vous allez pas voir beaucoup de dénutris alors qu'il y en a 30% dans les hôpitaux. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la dénutrition, c'est un syndrome d'immunodéficience acquise qui va transformer une maladie infectieuse banale comme la grippe en une maladie mortelle et que ça peut exister à tout âge, encore plus chez les personnes âgées, et que, bien sûr, ne pas manger suffisamment, ça veut dire taper dans ses réserves, et quand on tape dans ses réserves de muscles, eh ben, on finit par en mourir malheureusement. Voilà, c'est en deux mots vraiment très très rapides pour laisser la place à Isabelle. Et comment on repère ça? Eh bien, en fait, alors, soit les gens sont très très maigres et là, bah, ça saute aux yeux, soit ils maigrissent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on doit combler un déficit calorique, on peut, en théorie, soit consommer des graisses, soit consommer des muscles. Ça, c'est la théorie. Et la théorie, elle nous montre aussi quelque chose de très simple, c'est que dans les graisses, il y a 9 kilocalories par gramme de graisse, alors que dans le muscle, compte tenu du fait que dans le muscle, il y a de l'eau, il y a 1 calorie par gramme. Ce qui fait que à déficit calorique identique, on maigrit 9 fois plus vite quand on perd du muscle que quand on perd de la graisse. Et donc, la vitesse d'amaigrissement, c'est soit qui doit alerter, notamment chez les gens qui sont en surpoids ou obèses, hein, des gens qui d'un seul coup se mettent à maigrir alors que, évidemment, ils n'avaient pas réussi à le faire, ou en tout cas, ils avaient récidivé à l'arrêt des régimes. Et donc,
La vitesse d'amaigrissement, c'est quelque chose d'important. Et pour se donner une idée de manière très, très, très générale, on dit que quand on a perdu plus de 2 ou 3 kilos sans le faire exprès, ben, c'est un signe d'alerte et c'est un signe que probablement vous êtes en train de perdre des muscles parce qu'on peut perdre 3 kilos de muscles facilement, 3 kilos de graisse. Je vous promets, il faut beaucoup de temps pour la perdre. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour essayer de vous présenter ce que c'était que la dénutrition. Vraiment, c'est une atteinte de la masse musculaire qui va progressivement vous affaiblir et vous aggraver des infections ou vous rendre dépendant parce que vous aurez chuté et cassé un os important. Voilà, merci beaucoup. Je vais arrêter le partage, comme ça Isabelle pourra prendre la suite. Je Isabelle, vous remercie. à Au vous. revoir, Eric. Au revoir. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Bon, alors, pour bien manger, c'est mieux d'avoir des dents, mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir de l'appétit. Mais je voudrais vous insister sur plusieurs points qui sont dans les tendances des jeunes ou des moins jeunes et qui ne sont pas forcément dans les recommandations. Alors, déjà, les bébés. Eh bien, on peut avoir une surinterprétation des nouvelles tendances en périculture. Par exemple, ne pas laisser pleurer un bébé, ou bien des jeunes parents hyper branchés qui prennent un coach d'allaitement maternel en ligne. Et quand tout est combiné, eh bien, on va se retrouver, par exemple, avec un bébé qui va être au bras nuit et jour, dans les bras de ses parents et de sa nounou. La nuit, les parents se relayent pour que le bébé dorme dans leurs bras parce que sinon il pleure. Et si on lui donne autre chose que le lait maternel, il va refuser de manger. Donc la dénutrition chez un bébé, ça se manifeste par une absence de prise de poids. Après, il y a des carences et vers 1 an, eh ben, on a un bébé qui a toujours une déglutition infantile qui est en elle-même un risque de dénutrition. Et plus tard, c'est un enfant qui aura des problèmes d'orthodontie à cause de cette déglutition infantile, pour ne parler que de l'impact sur les dents. Voyons maintenant les adolescents et les adultes jeunes qui souffrent d'anorexie mentale et qui ont une perte de poids intentionnelle. Alors, on a souvent affaire à des jeunes filles qui se font vomir après les repas parce qu'elles ne veulent pas grossir. Alors, les vomissements ont un pH acide qui va provoquer ce qui s'appelle une attrition, donc une déminéralisation de l'émail. L'émail va finir par devenir très très fin, on voit la dentine jaune à travers et ça va favoriser les caries dentaires. Alors, nous, chirurgiens dentistes, nous sommes très bien placés pour repérer ces troubles du comportement alimentaire. Ce qu'il faut, c'est savoir évoquer le constat et puis adresser à un médecin spécialisé dans la prise en charge de ces troubles du comportement alimentaire. Le traitement odontologique, il est compliqué et il faut absolument suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui détaillent les soins à faire en fonction des pertes de substances de l'émail et de la dentine. Mais c'est un travail qui se fait de façon multidisciplinaire avec les médecins qui entourent la personne. Voilà quelques recommandations aussi des soignants à l'hôpital qui prennent en charge des jeunes filles anorexiques. Alors, ce qui est très important, c'est d'attendre au moins 20 minutes avant le brossage. Sinon, de façon mécanique, la brosse à dents va user encore plus vite l'émail fragilisé. Et puis, on a affaire souvent à des très jeunes filles qui sont d'excellentes élèves, qui sont sérieuses, qui sont perfectionnistes et qui vont peut-être aller chercher des produits à base de plantes et des aliments bio, etc. Donc, il faut bien leur expliquer qu'un jus de fruits, même bio, c'est une boisson acide qui va abîmer l'émail. Donc, manger des fruits, oui, parce que la mastimation, ça stimule la sécrétion salivaire, mais boire des jus de fruits, non, c'est à éviter. Ensuite, elles peuvent être tentées d'utiliser des produits et des dentifrices non chimiques faits à la maison qui contiennent des poudres abrasives qui vont donc user l'émail et qui ne contiennent pas de fluor. On n'aura pas l'effet protecteur du fluor. Donc, il faut acheter des dentifrices du commerce fluorés, mais certainement pas des dentifrices faits à la maison.
Ensuite, il y a du cannabidiol, du CBD, qui est en vente partout dans les dentifrices et autres. Alors, le cannabidiol est un produit anti-inflammatoire qui est connu depuis très longtemps, mais ses propriétés anti-inflammatoires ne sont pas suffisamment puissantes pour qu'il ait été retenu comme un médicament anti-inflammatoire comme l'ibuprofène, par exemple. Par contre, si on l'applique directement au contact des gencives, il a théoriquement un effet anti-infectieux qui va favoriser les infections des gencives, donc les gingivites, puis les parodontites. Mais apparemment, les autorités de santé n'ont pas pensé que le CBD dans la bouche, eh bien, ça pouvait être dangereux. Et bien sûr, les lobbies du cannabis et du CBD ne vont pas financer ce genre d'études cliniques. Donc, CBD à éviter. Ensuite, ces jeunes filles peuvent être tentées d'acheter des gels de blanchiment des dents en ligne, surtout si elles ont des gouttières d'orthodontie. Alors, ce sont des produits vendus hors contrôle et certains ont des pH très acides. Il n'y a pas moyen de le voir et c'est la catastrophe. Donc, si elles veulent faire un blanchiment, il faut vraiment passer par un chirurgien dentiste, il ne faut pas se laisser tenter tout seul. Et enfin, nous avons fait une étude qui montrait que certains jeunes prenaient de la cocaïne exprès pour se couper l'appétit, pour perdre du poids. Et la prise de cocaïne provoque un bruxisme avec une usure des dents. Alors lui, ce n'est pas une jeune fille, mais c'est un consommateur de cocaïne. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Quant aux antidiabétiques anti-GLP-1 qui sont actuellement utilisés en dehors de leur autorisation de mise sur le marché en injection pour perdre du poids, eh bien pour l'instant, on manque de recul sur l'impact au niveau dentaire. Là, pour l'instant, j'ai rien à dire. Donc, en pratique, voilà les recommandations pour les jeunes filles anorexiques et ce qu'il faut éviter de faire ou ce qu'il faut faire pour ne pas détruire leurs dents. Voilà, je vous laisse lire. Bien, voyons maintenant la dénutrition, c'est-à-dire une perte de poids involontaire chez les personnes âgées et les malades. Quel va être l'impact sur l'état bucco-dentaire? Eh bien, comme l'a dit le professeur Fontaine, quand on est dénutri, on a une fonte musculaire et on est fatigué. Donc, on n'imagine pas, mais une personne qui est dénutrie, eh bien, manger, se brosser les dents, retirer ses prothèses pour les nettoyer, c'est très fatigant, surtout si c'est une personne âgée et dénutrie. Donc, les personnes dénutries, pour nous chirurgiens dentistes, c'est bien de leur programmer un rendez-vous tous les 6 mois pour faire un nettoyage professionnel des dents, ce qui simplifiera le travail des soignants qui font les soins de bouche. Et puis, quand on est fatigué, on n'a plus envie de sortir, surtout pour aller voir son chirurgien dentiste. Alors, nous avons la possibilité de prescrire des bons de transport. Nous avons fait une étude auprès de 100 cabinets dentaires. Eh bien, 51% refusaient de signer des bons de transport à une personne âgée en fauteuil roulant. Et en général, les secrétaires disaient que c'était au médecin de le faire. Pas du tout. Nous avons le droit de prescrire des bons de transport à une personne qui est en affection de longue durée, c'est-à-dire en ALD, à condition que le médecin l'ait déjà fait. Bon, alors il faut le faire avec modération, bien sûr, mais on ne va pas priver une personne âgée de soins dentaires parce qu'on ne veut pas signer des bons de transport. Et dans cette étude, nous avons aussi étudié, analysé les sites de 450 chirurgiens dentistes qui étaient référencés sur Doctolib. Eh bien, 47% ne seulement ne signalaient, enfin 47% ne signalaient pas si leur entrée était accessible sur Doctolib, c'est-à-dire que si leur cabinet dentaire était accessible aux personnes à mobilité réduite, par exemple les fauteuils roulants ou bien les personnes malvoyantes. Donc, quand on est référencé sur Doctolib, c'est bien de signaler si on a une entrée accessible. Après, on sait tous qu'il n'y a ni gras ni muscle dans les gencives, et pourtant, on entend souvent dire « j'ai perdu du poids et les prothèses dentaires ne tiennent plus ». Donc, il faut bien informer les patients et aussi les médecins et les soignants que l'assurance maladie et les complémentaires santé remboursent des nouvelles prothèses amovibles tous les 5 ans. Donc, il ne faut pas rester avec des prothèses inadaptées, il faut faire un devis, voir quelle sera l'avance remboursable, ce qui sera remboursé, mais normalement, avec le reste à charge zéro, maintenant, tout est pris en charge. Et puis, comme l'a dit le professeur
Fontaine, une personne dénutrie, c'est une personne immunodéprimée. Donc nous, après de la chirurgie, on va avoir un retard de cicatrisation et après des extractions, ça va retarder la pose des prothèses qui, à son tour, va aggraver la dénutrition. Et comme on a un patient immunodéprimé, il ne faut pas hésiter à faire une antibioprophylaxie avec 2 grammes d'amoxicilline orale 1 heure avant ou sinon 500 mg d'azithromycine juste avant. Et puis, l'ostéoporose, c'est une diminution de la matrice protéique de l'os. Et du coup, le calcium ne s'y fixe plus. Et c'est pour ça qu'il y a un risque augmenté de fracture. Donc, quand un patient est dénutri, il faut absolument rechercher s'il a eu une ostéoporose et s'il a eu des antirésorbeurs osseux, en particulier des biphosphonates. Parce que nous, si on fait des extractions de la chirurgie derrière, il y a un risque d'ostéonécrose des maxillaires. Donc, patient dénutri, cherchez absolument s'il y a une prise de biphosphonate, et ça ne sera pas dans l'ordonnance en cours, et si c'est le cas, il faudra appliquer très strictement les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Alors, voyons maintenant quel va être l'impact de l'état bucco-dentaire sur la perte de poids involontaire. Alors, quand on a un patient très âgé ou édenté depuis longtemps, qu'est-ce qu'on fait quand il devient techniquement impossible de lui poser des nouvelles prothèses? Par exemple, quand il n'y a plus suffisamment d'os alvéolaire, ou bien quand il y a des troubles cognitifs, etc. Par exemple, cette dame qui avait la maladie d'Alzheimer, elle bougeait tout le temps, impossible, ne serait-ce que de l'examiner, donc faire des prothèses, on n'y pense même pas. Alors, dans ce cas-là, il faut commencer par rassurer la famille parce que les proches sont souvent très choqués de voir la personne qu'ils aiment sans ses dents. Donc, il faut rassurer les proches en leur expliquant que ce n'est pas le nombre de dents qui compte, mais c'est d'avoir une bouche propre. Et puis aussi, il faut demander à la famille et à l'équipe de soins de retirer les prothèses inadaptées pour manger, les retirer avant les repas et ne les remettre pour l'esthétique qu'après le repas. Parce que des vieilles prothèses inadaptées, c'est un handicap qui se surajoute au handicap. Elles vont bouger, il n'y aura pas d'efficacité masticatoire, les aliments vont se coincer dessous, c'est l'horreur. Mais avant de remettre les prothèses après le repas, il faut faire rester la bouche à l'eau parce que c'est toujours ça de prix pour l'hygiène buccale qui n'est pas toujours, qui est difficile à assurer dans les EHPAD, par exemple. Donc, on retire les prothèses, on mange, on se rince la bouche à l'eau et après on remet les prothèses. Après, quand une personne a des difficultés pour mastiquer, on va lui donner une alimentation molle et mixée. Donc, il faut bien expliquer aux soignants qu'en fait, la personne, en général, eh bien, elle a sa mastication qui s'est dégradée de façon progressive et elle s'est adaptée à mastiquer entre les crêtes édentées ou entre la langue et le palais au fur et à mesure qu'elle perdait des dents. Et on a des édentés partiels ou des édentés totaux qui mangent pratiquement de toutes les textures. Donc, il ne faut pas abuser du mou mixé, il faut tester. Mais on sait très bien que pour les soignants, pour les aidants, ça va beaucoup plus vite de faire manger de la purée et de la compote à la cuillère ou à la fourchette, plutôt que de laisser une personne mastiquer lentement entre la langue et le palais. En plus, c'est agaçant, c'est lent, ça fait du bruit, il y a des claquements de bouche et tout ça. Mais non, il faut résister, il faut prendre le temps. Alors après, en EHPAD, quand le temps est compté pour les soignants, on ne peut pas leur demander l'impossible. Mais pour les personnes âgées, dépendantes et dénutries à domicile, il faut savoir prendre le temps parce que le mou mixé, c'est démontré, c'est une cause d'anorexie et de dénutrition. Alors, on a fait aussi une étude en EHPAD qui montrait que dès qu'une personne était sur la liste des régimes mou mixés, automatiquement, on lui écrasait ses médicaments à cause du risque de fausse route. Et effectivement, mastiquer et déglutir sont deux fonctions différentes, mais qui sont souvent combinées. Alors, il n'y a que l'orthophoniste qui peut dire qu'une personne est capable de déglutir, de mastiquer, mais pas de déglutir, ou inversement. D'accord? Et notre étude a montré qu'on pourrait
éviter à 10 à 15% des résidents d'EHPAD de leur écraser les médicaments. Alors, quel intérêt? Eh bien, on a fait une deuxième étude qui était une dégustation de médicaments écrasés et je vous assure que c'était absolument épouvantable. C'est un goût horrible. Quand j'en parle, je faisais partie des goûteurs, j'ai encore la chair de poule et ça coupe complètement l'appétit. Donc, si vraiment il faut écraser les médicaments à cause des troubles de la déglutition, il faut les mélanger dans une ou deux petites cuillères de confiture parce que le sucre, c'est ce qui masque le mieux le goût amer. Et il faut les donner à la fin du petit déjeuner et à la fin du dîner pour ne pas couper l'appétit avant et faire un repas sans médicaments à midi. Après des extractions, le patient va être en incapacité de mastiquer. Donc, ça augmente le risque de dénutrition. Alors, bien sûr, on va donner des conseils post-opératoires pour l'alimentation, mais ça ne suffit pas pour une personne dénutrie. Alors, beaucoup de chirurgiens dentistes ne le savent pas ou ne le font pas, mais nous avons le droit de prescrire des compléments nutritionnels oraux hyperprotidiques, hyperénergétiques. Par exemple, on va prescrire 2 CNO par jour pendant 10 jours, sans préciser, le pharmacien il sait de quoi il s'agit. Et après, on va adresser au médecin traitant pour la suite de la prise en charge. Alors, ces CNO, ça se présente en général sous forme de boissons lactées dans des petites bouteilles ou sous forme de crème lactée dans des petits pots. Ensuite, chez les personnes âgées et dénutries, de toute façon, avec la sénescence, il y a une diminution du goût parce qu'on passe d'à peu près 500 bourgeons du goût à 150 bourgeons du goût dans la bouche et c'est aggravé par la prise des médicaments. Alors, les autorités de santé proposent de pallier à la diminution du goût en stimulant le goût, en rajoutant des herbes et des épices dans les aliments et en stimulant la vue, en soignant l'environnement des repas et la présentation des plats. Alors, ce n'est pas facile. Là, en haut, vous avez un exemple de mou mixé. Et en bas, le stade encore suivant pour les patients qui sont en manger-main, les malades d'Alzheimer, ce sont les mêmes plats que dans la photo du haut, mais mis en petits carrés qui peuvent être pris à la main. Alors, quand vous n'avez plus que ça à manger, croyez-moi, ça coupe l'appétit. Donc, nous avons fait une étude et nous avons montré que même les personnes qui entendent mal, sans leur prothèse auditive, entendent un aliment croustillant croquer dans leur bouche. Et c'est un vrai plaisir. C'est pareil, on n'imagine pas quand on n'est que du mou mixé, entendre un aliment qui croque dans la bouche. Pourquoi on l'entend? Eh bien, parce que le son passe directement de la bouche à l'oreille interne et de l'oreille interne au cerveau. Donc, même quand il ne reste plus rien, on entend un aliment croqué dans la bouche. Et il faut bien expliquer aux patients et surtout aux aidants qui font les courses pour les personnes âgées à domicile que certains aliments croustillants peuvent être croqués et mangés, quel que soit l'état dentaire. On peut même tartiner dessus du sucré, du salé. Ça renforce encore le pouvoir hyper énergétique dans les calories, mais ça permet d'avoir un aliment qu'on tient à la main et qui croustille. Et en cas de trouble de la déglutition, on a quand même le plaisir de tremper avant de mastiquer quelque chose de ramolli. Voilà, nous avons fait le tour de ce que je voulais vous dire. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace qui est dédié. On a une question qui a été posée tout à l'heure de Anna MTC. Et sa question étant, des tisanes à base de CBD sont-elles également concernées au même titre que les bonbons et dentifrices? Bah, ça dépend combien de temps vous gardez votre tisane dans la bouche, mais on peut considérer que c'est un bain de bouche, donc je ne vous les conseillerais pas non plus, quoi. Je suis désolée, hein, je suis une dame désagréable, je ne dis que des choses désagréables, vraiment désolée. On a une question de Nathalie Ancio-Matthews. Avant de donner des aliments croustillants, faut-il s'assurer qu'il n'y ait pas de trouble de la déglutition? Oui, ben, c'est mieux. Alors, on garde toujours de l'argent pour quand on sera vieux, pour plus tard. Et ben, même si la consultation d'orthophoniste n'est pas remboursée, c'est vraiment le moment d'ouvrir son porte-monnaie et de s'offrir une consultation d'orthophoniste pour savoir si on est condamné au mou mixé ou si on a le droit d'avoir des aliments solides et croustillants. Enfin, je trouve.
Voilà, mais le problème en France, c'est quand c'est pas remboursé, on dit non. Ben non, il y a un moment quand même où il faut savoir investir dans des consultations de diététicienne, d'orthophoniste, et payer les massages. C'est le moment. On a une autre question de Julie Ramette. Avez-vous des guides pour les soignants pour les soins bucco-dentaires en EHPAD? Oui, je crois que j'ai vu ça, hein. Oui, oui, il y a des recommandations de la haute autorité. Oui, oui, je les ai. Franchement, je les ai. Je les ai vus. Ou alors ils vont sortir, on m'a demandé de relire. Oui, il y a une charte de l'ARS Île-de-France qui va sortir. Je les ai eus entre les mains la semaine dernière. On a une question également de Marie, orthophoniste. Donc, nous pouvons former les aides-soignants à comprendre que oui, le patient peut mastiquer sans dents. Oui. Comment on le prouve pour le faire comprendre à ses soignants? Bah, commencer par exemple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer soi-même quand on a des dents. Beh, tester avec des patients, faites des ateliers. En plus, en EHPAD, on s'ennuie toujours, on cherche des animations. Donc avec les animateurs, faites des ateliers pour tester. En plus, c'est ludique, c'est gai. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? N'hésitez Oui, pas. je vois qu'il y a d'autres questions-réponses. Hop. Alors, oui, Nathalie, vous levez la main? Ou c'était par rapport à la question que vous avez déjà posée? Ah, c'est une erreur, pas de souci. Ah, je vois 8 questions. Oui, on y a déjà répondu. Parce qu'il y a les D'accord. remerciements aussi OK. qui agitent au nombre de questions. Bon, alors je passe ma diapo suivante avec mon email. Je fais le service après-vente. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'écrire, je réponds à tous mes mails. Voilà. Donc, si vous ne savez pas trop comment le formuler, c'est très facile, hein, ce que je dis aux étudiants, vous écrivez madame, vous dites qui vous êtes ou non, vous posez votre question et je vous réponds. Et sachez également que le webinaire sera disponible en replay. Il sera disponible sur le site du collectif. Tous nos webinaires qui sont donnés dans le cadre de la semaine pourront être accessibles par ce biais. Alors, on a monsieur, madame Potier. Oui, bonjour. Et on attend la suite de votre question. Ah, c'était la question pour le replay. Très bien. Oui, oui, ça sera bien en replay. Bon, je remets le résumé. Non, pas de questions supplémentaires? Ah, si. Alors, on en a une de IDE Park. Bonjour, y a-t-il un annuaire des dentistes pouvant accepter les patients grabbatisés qui viennent en brancard? Ben, en fait, ce sont les hôpitaux. Normalement, dans tous les hôpitaux, il y a un service dentaire, donc c'est très facile à trouver. Vous appelez le standard de l'hôpital qui est proche de chez vous et vous demandez le service dentaire et on vous passera le bon service. Après, bah, faut chercher sur, Doctolib, c'est le mieux. S'il y a des patients, des cabinets dentaires qui sont référencés, entrée accessible et dans ce cas-là, bah, faut appeler le secrétariat pour demander. Donc, en hospitalier, c'est sûr. Les cliniques privées, je ne sais pas. J'imagine que oui, ça dépend. Enfin, je ne peux pas vous dire pour le privé. Mais, et après, il faut appeler directement les cabinets dentaires. Mais en général, si le cabinet dentaire est, en rez-de-chaussée, déjà, il y a des chances qu'on puisse, accéder.
Et puis après, nous, à l'hôpital, on fait des soins au lit du patient aussi. On va faire des soins au lit du patient. On ne fait pas des choses compliquées, hein. Retirer des prothèses bloquées, on fait des extractions et éventuellement un nettoyage de bouche et ça ne va pas plus loin. Mais bon, si le patient est hospitalisé, c'est qu'il y a un gros besoin d'assainissement buccal. On a une nouvelle question de Marie. Je n'ai pas compris le lien portage bébé et dénutrition. Ah, eh bien, ce sont des. Donc, je dis, c'est quand il y a une combinaison de plusieurs dysfonctionnements dans la prise en charge du bébé. Donc, on a déjà des bébés qui sont tout le temps au bras. Dès qu'on les porte, dès qu'on les pose, ils se mettent à pleurer. Et puis après, des parents qui vont suivre des coachs de je ne sais pas quoi. Moi, c'est l'exemple des coachs d'allaitement en ligne. Le bébé, ben, il va être nourri exclusivement au lait maternel beaucoup trop longtemps. Donc, on va se trouver avec un bébé qui ne boit que du lait maternel et qui, en plus, comme il est tout le temps dans les bras, il ne marche pas. Donc, ça ne stimule pas. Enfin, il ne bouge pas, il ne se retourne pas, il ne se déplace pas, quoi. À un an, c'est des bébés qui n'arrivent même pas à s'asseoir. Donc, bah, ça ne stimule pas la faim, ça ne stimule pas la synthèse de masse musculaire, etc. C'est une spirale de dénutrition pour les bébés qui vont ensemble. Je ne sais pas si j'ai clairement répondu à votre question. Des parents qui croient bien faire parce qu'ils sont hyper connectés et qui en font trop. Autre question de Julie. Julie Ramette. Est-ce qu'il existe des dispositifs mobiles qui se déplacent au domicile ou en EHPAD? Alors, en EHPAD, oui. Le mieux, c'est d'appeler le conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes de votre département et ils vous mettront en lien avec les bus dentaires, ce qui se déplace en EHPAD. Mais normalement, dans tous les départements, il doit y avoir un bus dentaire. Soit médecin du monde, soit je ne sais pas quoi, mais normalement, il y a. Et puis après, il y a des EHPAD qui ont des cabinets dentaires, mais c'est difficile de les faire agréer. Donc, ils ont fermé. J'ai plein d'exemples d'EHPAD qui avaient voulu faire un cabinet dentaire qui n'a pas été agréé. Donc, ils sont récupérés par le coiffeur et le pédicure. C'est déjà ça. Et puis sinon, c'est ce que je vous disais, le dentiste de famille, le chirurgien dentiste habituel peut éventuellement se déplacer pour aller faire des soins dans l'EHPAD. Alors, les conseils de l'ordre départementaux mettent à la disposition des chirurgiens dentistes des mallettes de soins à domicile. Il y a tout, il y a un tour, il y a une aspiration, ou bien vous faites le minimum comme nous on fait. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Si c'est juste pour faire des extractions ou de l'assainissement buccal, on le fait au lit du malade, à condition que ce ne soit pas des extractions compliquées, mais on y va et on voit ce qu'on peut faire. Donc, si je résume, des bus dentaires demande le conseil de l'ordre, le chirurgien dentiste de famille demande une mallette de soins conseil de l'ordre, ou bien le chirurgien dentiste va de lui-même avec son petit matériel, sa petite trousse pour aller faire des soins au lit. Ai-je répondu? Vous avez les remerciements de Parc et de IPAD Marie. Je Ah, n'ai pas compris. vous avez les remerciements de IDE Parc et de IPAD Marie. Je Et vous en vous avez prie. répondu également à la question de Julie. On a une question aussi de C. Fayard. Les médicaments sont souvent donnés en début de repas, ce qui est regrettable. Comment Ah oui. éviter les médicaments le midi? Alors, bah, il y a beaucoup d'EHPAD, de grands groupes d'EHPAD qui ont décidé d'avoir je ne voudrais pas les citer, mais c'est coréen et européen parce que je travaille avec eux, publicité gratuite, il n'y a aucun conflit d'intérêt, qui ont décidé d'avoir une politique de ne pas donner de médicaments à midi. C'est dans l'intérêt des résidents qui mangent mieux, mais c'est aussi dans l'intérêt de l'EHPAD parce que ça retire une surcharge de travail. Les infirmières n'ont pas à rechercher, piler les médicaments et les aides-soignantes n'ont pas à les donner à la cuillère. Donc tout le monde est gagnant, le patient et l'établissement, parce que ça lui fait des économies personnelles. Donc, si vous voulez, écrivez-moi, je vous enverrai l'article dans lequel on dit qu'il faut le faire. Mais l'étude a été publiée, donc je vous enverrai l'article. Je vous remets mon mail et je remets le résumé.
Avez-vous d'autres questions? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Je remonte, mais je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Ah. Bon, bah, c'est très bien, n'hésitez pas. Si d'autres questions vous viennent après, j'y réponds. Eh bien, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Isabelle. Euh, Mais avec plaisir. et puis, donc vous aurez donc le lien du replay du webinaire qui sera disponible sur le site. Voilà, je vous enverrai la dernière version. Donc, faut attendre un petit peu. Enfin, quelques minutes, quoi. Je vais vous l'envoyer. Merci. Voilà. Ben, je vous Merci remercie. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.